Merci d'avoir accepté cette audition. Ce que je vous propose donc, c'est de revenir sur le texte sur la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, qui ne s'appelle pas comme ça, qui s'appelle le texte renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, avec en deux parties. Une première partie où, pour aborder effectivement les points les plus moi je vais dire ça, sur lesquels vous avez plus d'observations à faire sur le texte en tant que tel, et puis assez vite de sortir un peu de la logique du texte pour voir quelle pourrait être une autre politique en matière de lutte contre les actes de terrorisme qui soit respectueuse des principes fondamentaux qui sont encore les nôtres jusqu'à présent, de séparation des pouvoirs, de droit de la défense, etc., qui, je sais, vous sont chers, puisque on a eu à les voir lors des auditions du rapporteur de la commission des lois, mais tout en restant aussi dans une certaine dimension un peu, on va dire, de raison et de pragmatisme face à la situation actuelle, où je pense que personne ne peut être taxé de vouloir faire en sorte qu'il y ait de nouvelles attaques terroristes sur le territoire, même si c'est des arguments parfois fallacieux qui nous sont opposés, mais d'être justement de creuser le sujet, de voir si est-ce qu'on est vraiment contraint et forcé à tordre notre droit et nos principes fondamentaux pour faire face à la menace qui est actuelle, ou est-ce que tout ça c'est un peu de l'agitation politique ou politicienne qui n'est pas forcément toujours traduite d'efficacité. Voilà pour introduire cette audition, et je vous laisse tout de suite la parole. Ok, moi je suis Laetitia Marchand, je suis la présidente de l'Union des jeunes avocats pour cette année, l'Union des jeunes avocats de Paris, avec la particularité qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, effectivement, c'est là où il y a un domaine de compétence de toutes les actions contre le terrorisme, enfin compétences judiciaires. Nous, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis, alors déjà avant, mais surtout depuis la loi renseignement de 2015, on a fourni en alerte les personnes sur ce qui se passait, donc ça date avant même les attentats de novembre, en mettant en exergue le fait que la mise en écart croissante en fait, du juge judiciaire par rapport au juge administratif et au profit du juge administratif. Et c'est un peu le premier constat qu'on a de toutes les façons quand on lit le projet de loi d'aujourd'hui, c'est que on renvoie le traitement de la matière pénale à un juge administratif qui va intervenir de manière purement préventive et sans plus aucune logique de culpabilité, mais fondée exclusivement sur la dangerosité. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a toujours mis en garde, après, avec le projet de réforme Gilles réforme Urvoas, ce mouvement grandissant vers la dangerosité, mise en avant comme pierre angulaire du système pénal, et du système, ce n'est plus un système pénal, et une compétence qui devient quasiment exclusive du juge administratif. Quand nous avons étudié le projet, je pense qu'on peut être que choqué par le fait qu'aujourd'hui, et nous c'est un peu notre conclusion, on met en place un nouveau système qui en réalité n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, les règles de droit pénal en tant que telles pourraient suffire. En gros, c'est notre conclusion. Oui. Ouais. Non, mais c'est notre conclusion, c'est se dire, donc on va refaire encore une modification des textes pour mettre en place un système qui serait potentiellement plus efficace, mais qui en réalité pourrait très bien être traité aujourd'hui par la procédure pénale, stricto sensu, et par la matière pénale. Et les possibilités qui existent aujourd'hui en termes de renseignement, de surveillance, qui résultent des différentes lois qui sont sorties depuis 2012, et même avant, puisqu'on se posait déjà toutes ces questions on va dire de terrorisme, depuis, ça date pas d'hier. On a l'impression qu'il y a une accélération ces dernières années avec des phénomènes qui se sont multipliés en France, mais ce sont des problématiques qui existent depuis les années 70 à peu près. On a continuellement essayé d'endiguer par le texte en fait le terrorisme. Alors avec quelle efficacité on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément, on n'a peut-être pas l'efficacité absolue qu'on aimerait avoir. Est-ce que la réponse d'un nouveau texte, elle est la bonne?
pense pas. Non, et de la même manière, ce qui est assez intéressant, c'est que on va mettre en place un système qui va viser à parer une dangerosité imminente avec un acte imminent, mais en revanche, se placer en amont en réalité et mettre en place des vrais moyens qui seraient efficaces, enfin qui pourraient peut-être être plus efficaces, notamment par le renseignement et par une politique publique permettant des moyens d'enquête adaptés, choses comme ça. Ça n'intervient absolument pas. On en est à dire que on va mettre en place des systèmes de protection de zones protégées pour des manifestations particulières, etc. Et on en est à dire qu'on va donner à des agents de sécurité la possibilité de venir en aide à des officiers de police judiciaire en travaillant sur le contrôle, en sachant dans la réalité, ça n'arrivera pas dans la réalité. Je pense que c'est regrettable. Enfin, moi, je suis assez choquée sur l'article 1er de la loi qui vient permettre en fait ce travail des agents de sécurité. Il faut savoir, c'est dit dans l'étude d'impact, qu'il y avait un système qui avait été mis en place effectivement à cause de l'état d'urgence et de la période particulière qu'on a traversée en France avec l'Euro 2016, où il y avait des agents de sécurité intervenaient, mais effectivement, ils étaient là pour l'entrée, et ça se limitait à ça. Ils n'étaient pas là pour venir au soutien même des OPJ. Je le sais d'autant plus que, pour le coup, j'ai travaillé sur l'Euro 2016 sur la gestion des espaces, des secours, et pour cette partie-là, effectivement, ça a fonctionné dans l'absolu. C'est dit en plus dans l'étude d'impact, il faut voir pourquoi est-ce que maintenant on chargerait encore d'autres gens, on privatiserait en plus un service public qui est assez particulier quand même, c'est l'ordre public et la sécurité, en essayant d'arguer qu'en faisant ça, le terrorisme serait endigué de manière plus certaine. On gère un peu les situations d'urgence. Oui, d'abord, je trouve que sur ce genre de loi, il faut faire preuve d'autant plus de prudence qu'il y a un effet de cliquet qui n'existe sans doute pas dans des matières comme le droit du travail, où finalement, avec un changement de gouvernement, on peut avoir un retour sur les règles qui ont été décidées. En matière pénale ou parapénale, comme ici, il y a un effet de cliquet. Tout ce qui nuit aux libertés, tout ce qui rend un texte plus répressif ne sera jamais abandonné. Donc c'est particulier, c'est de se dire que le législateur vote, j'allais dire pour l'éternité, non. Il faudra attendre une affaire d'Outreau pour éventuellement qu'on revienne un petit peu sur des principes. Donc ici, c'est assez inquiétant de voir que, ces dispositions, elles vont avoir vocation à s'appliquer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'en voit pas vraiment l'intérêt. L'autre élément sur lequel moi je voulais insister, c'était sur le fait qu'on cherche toujours à remonter en amont de l'infraction. C'est-à-dire qu'en matière pénale, on condamne évidemment celui qui commet une infraction. En matière terroriste, ça peut être un assassinat par exemple. On va condamner celui qui tente de le faire. Puis il y a quelque chose qui n'est pas pénalement répréhensible, normalement, ce sont les actes préparatoires. Et c'est devenu répréhensible en matière terroriste. Ça s'appelle l'association de malfaiteurs terroristes. Dans les dossiers que j'ai eu l'occasion de traiter en matière terroriste, il n'en faut pas beaucoup pour être coupable d'association de malfaiteurs. Il suffit de quelques recherches parfois sur Internet. Il suffit, j'ai un dossier particulier en ce moment où c'est un jeune qui en 2012 a voulu se rendre en Syrie, et puis en Bulgarie il a renoncé, il a fait demi-tour, et il est rentré en France. Il est coupable, il n'y a aucun doute, il est coupable d'association de malfaiteurs. Donc quand on se dit que le droit pénal s'applique à des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire prendre sa bagnole, aller jusqu'en Bulgarie et faire demi-tour, je me demande à qui est censé s'appliquer cette loi, qui remonte encore plus loin dans la pensée criminelle. C'est-à-dire que je me dis que déjà la procédure pénale permet d'englober énormément de choses, quasiment tout dans ce qui peut être un comportement dangereux. Donc à quoi sert le droit administratif ? Enfin, à quoi servent ces
Enfin, Non, c'est du droit ce texte-là. administratif. Donc à quoi servent ces mesures-là? Maintenant, évidemment, politiquement, je n'aimerais pas être à votre place pour aller soutenir qu'une loi n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'effectivement, depuis les années 70, on se demande qu'est-ce qu'il y a encore comme problème, quoi. Pourquoi il faut encore une nouvelle loi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la loi actuelle? Simplement, l'idée, c'est quoi? C'est de dire il vaudrait mieux rien. J'imagine bien que politiquement, c'est pas acceptable. Juridiquement, ça serait tout à fait acceptable, hein, de considérer qu'on a besoin de rien d'autre que ce qui existe en ce moment. Il y a pas mal de choses dans cette loi qui s'assimilent à des peines complémentaires ou des mesures de contrôle judiciaire. Oui, c'est notamment sur la fermeture des lieux de culte. Fermeture des lieux de culte, lorsque sont tenus dans le lieu de culte des propos d'apologie du terrorisme, par exemple. Bon, ben là, c'est pas compliqué, c'est la responsabilité pénale des personnes morales. Est-ce que c'est bien le chef du lieu de culte qui a tenu ces propos-là? Est-ce qu'il engage la responsabilité du lieu de culte lui-même? Auquel cas, oui, on peut prononcer une peine. Un juge judiciaire peut, à l'issue d'un procès pénal, prononcer une peine de dissolution, par exemple. Bon, bah ici, c'est la version light et un peu... enfin, light. Pas light sur la mesure, light sur la procédure et sur le respect, où là, on ne sait pas trop qui peut provoquer la fermeture d'un lieu de culte en tenant des propos. Est-ce que ce sont les fidèles qui s'y rendent? Est-ce que c'est, dans le cas d'une mosquée, l'imam qui est susceptible d'engager cette responsabilité, en quelque sorte, de la mosquée? Bon, voilà, compte tenu du caractère très On ne sait pas si c'est une mosquée ou pas dans le texte. On parle d'un lieu de culte, ça ne concerne que les mosquées. C'est ça qui est malicieux, en tout cas, en quelque sorte, c'est qu'on voit bien qu'on essaye de... Enfin, le texte... fondre dans la généralité sans que ce soit forcément contraint contre. Oui, mais ça, c'est Après, logique. c'est obligatoire c'est, de faire ça. Ce serait discriminant. On peut pas dire sur la fermeture des mosquées ou sur la fermeture des synagogues. Non, c'est la critique qui avait été Cela dit- faite. C'est la critique qui avait été faite pour la consultation des sites terroristes. C'est ce qu'avait plaidé l'avocat dans le Conseil constitutionnel en disant moi, qui m'appelle François, on ne risque pas de me reprocher cette infraction. Par contre, on va la reprocher à un type qui bosse pour mon association et qui lui est musulman, et donc effectivement on regardera avec un œil différent le fait qu'il aille consulter des sites terroristes. Donc je ne connaissais pas ces histoires d'études d'impact, mais à mon avis l'étude d'impact on pourra la faire qu'après. Et après, ce sera trop tard, puisqu'il y aura un effet de cliquet, et personne n'osera jamais revenir dessus. Bon, ça, de toute façon, vous le savez mieux que nous. Hein. C'est le cas dans toutes les matières, dans tout ce qui concerne la procédure pénale, que ce soit l'augmentation des délais de prescription, etc. On ne revient jamais sur rien. Si demain, quelqu'un dit que l'apologie du terrorisme, ça doit être puni non pas de 2 ans, mais de 20 ans, si vous votez une loi disant que c'est puni de 20 ans, personne ne reviendra jamais dessus parce que ce serait inacceptable de dire non, 20 ans c'est trop pour une apologie du terrorisme. Et 2 autres endroits sur lesquels, dont se sert ce texte en fait pour, le texte permet 2 autres entorses de principes fondamentaux selon les définitions de cas, c'est que effectivement en passant par le droit administratif, on ne respecte plus les principes de base du droit pénal, étant la légalité et surtout la précision que une interprétation stricte en réalité, parce qu'on a même des notions d'être habituellement en contact avec, des notions qui sont extrêmement floues et qui ne peuvent pas suffire en droit pénal, vont entrer dans le champ, devenir un droit commun et être permis dans l'ordre juridique en réalité, avec une contestation qui ne sera pas possible, qui n'interviendra pas, qui ne sera pas possible. Donc de la même façon, si on prend les bases du droit pénal de la politique criminelle, je pense qu'on a tous compris ici l'enjeu, c'est qu'on n'est plus dans le modèle de Delmas Marty qui pointe l'État démocratique, on passe sur l'État autoritaire avec effectivement des prérogatives de plus en plus importantes et un manque de respect des principes fondamentaux pour la démocratie. Moi, la question c'est vraiment qui ça concerne. Ça concerne des gens qui n'ont rien à se reprocher pénalement. A priori, sinon, de toute façon, c'est judiciarisé. Donc, qui n'ont pas à se reprocher quoi que ce soit pénalement, alors qu'il ne faut pas beaucoup pour avoir quelque chose à se reprocher pénalement dans ce domaine-là.
mais qui déjà inquiètent. Est-ce que ça vaut le coup de... C'est pareil en termes d'efficacité, est-ce que ça vaut le coup de les informer qui sont dans le collimateur? Ça a ça comme conséquence aussi. Ce que j'expliquais à mes camarades sur les braquages, par exemple, en droit commun, les policiers interviennent très tard parce qu'ils veulent prendre les braqueurs en train de braquer. Donc ils les laissent faire leur association de malfaiteurs alors qu'ils pourraient les interpeller plus tôt. Donc interpeller plus tôt, c'est une possibilité de la loi, mais c'est pas forcément une bonne chose hein, pour la sécurité. Donc là, les prévenir extrêmement tôt au moment où ils n'ont aucun projet, ou des éventuels terroristes n'ont aucun projet, ne commettent aucune infraction, ne sont renseignés sur rien, je sais pas. Je sais pas qui ça peut concerner. Quoi. Si ce n'est des gens qui sont totalement innocents, manifestement, enfin qui n'ont commis aucune infraction pénale. Quoi. Je vais me faire l'avocat du diable alors. Non, ce qui nous est dit dans les auditions, vous voyez, hein, voilà ce qui est avancé dans les auditions, notamment les auditions du procureur de la République, M. Molins, et du directeur de la sécurité intérieure, du DGSI, il mettait en avant, on va dire, deux types de cas de figure pour lesquels il serait désarmé par le code de procédure pénale tel qu'il est aujourd'hui, bien qu'il soit déjà étendu aux actes préparatoires, etc. C'est premièrement le cas de, vous allez dire ce que vous en pensez, le cas de figure du renseignement étranger. Ils ont un renseignement d'une puissance étrangère qui, a priori, par définition, ne peut pas être judiciarisé. Parce que le principe de protection des sources, donc ils ne peuvent pas l'utiliser comme élément pour lancer une procédure. Et si les éléments sont imminents et qu'eux-mêmes n'arrivent pas par leurs propres moyens de renseignement à obtenir le même résultat que le renseignement étranger, du coup, ils souhaitent pouvoir passer par une mesure administrative, certes avec le contrôle du JLD, la présence du conseil, etc., tel que c'est pris en texte, mais pour pouvoir, c'est le grand terme à la mode qui revient tout le temps, pour pouvoir lever le doute. On va dire, ah ben non, c'est un renseignement qui n'est pas bon, on a constaté que c'était pas bon, ou alors, bah si, il y avait quelque chose, et du coup, après, ils basculent en judiciaire. Si on met les moyens de l'enquête, c'est l'enquête, ça. Ah, mais de toute façon, il y avait des moyens qu'il soit étranger ou français ou n'importe quoi, ou même anonyme, peut déclencher une enquête. Donc il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que ça veut dire judiciariser. Un policier dans un commissariat reçoit un renseignement anonyme d'un type qui ne peut pas se présenter, ça peut déclencher une enquête. Donc voilà, une enquête qui serait une enquête Deuxième cas de figure, préliminaire. Deuxième cas de figure, c'est pareil, c'est un peu le même principe, c'est sur la protection des sources. Alors on a eu le droit à un exemple qui me semblait moi un peu fumeux, mais c'est pas grave, de parents d'un ado, d'un jeune qui dénonce qui signale que leur enfant est en train d'aller sur des sites, etc. Pareil, qu'il a des discussions, mais ils veulent pas que les parents veulent pas que ce soit que leur enfant sache que c'est eux qui a signalé. Ils veulent quand même l'intervention. Donc ça serait pour les protéger en fait. Quoi Oui, c'est pour les protéger, mais dans quel... C'est la même chose que pour la première réponse. De toute façon, en matière judiciaire, en matière pénale, les policiers passent leur temps à faire rentrer en procédure des choses de manière détournée. Je veux dire, non mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose du gardé à vue qui va balancer ses complices. On va l'entendre hors procédure, et puis on va se débrouiller pour faire re-rentrer les informations qu'on a dans la procédure. Et alors c'est quoi l'idée là? C'est que ils vont débarquer chez lui pour une perquisition administrative, on ne saura pas d'où ça vient, et du coup il ne pourra pas soupçonner ses parents d'être à l'origine de ça. C'est ça. Du coup on n'est que dans de la flagrance et ils montent le dossier une fois avec les éléments. Mais ils sont arrivés dans la flagrance, ils débarquent chez tout, moi je vous dis. Il y a bien un renseignement. Le jeune qui voudra soupçonner ses parents, il pourra toujours les soupçonner, que la perquisition soit administrative ou qu'elle soit judiciaire. La justice est là pour régler une problématique. La problématique familiale. Non, c'est très bizarre, et puis c'est réduit à pas grand chose. Si c'est ça l'objet de la loi. Ce sont des cas quand même très ils avançaient que. Après, c'est vrai, c'est plus. À la limite, on pourra jamais le savoir, mais ils disent que
quand ils ont des éléments de renseignement qu'ils ne peuvent pas judiciariser immédiatement pour X et Y raisons dont j'ai du mal à cerner les contours, ils disent voilà, mais à un moment donné, on est devant un choix où est-ce qu'on poursuit l'enquête en renseignement, en mode administratif, en prenant le risque que le temps qu'on poursuive cette enquête, l'acte terroriste soit commis. Parce qu'après, ils évoquent des cas concrets où, pour demander de poser un micro, ils sont obligés de passer par la Commission nationale sur le renseignement, là, le CNR, le sigle exact, et que cette commission, elle peut mettre 2 ou 3 jours à donner l'autorisation, que pendant ces 2 ou 3 jours, si c'était pour poser sur un véhicule, le véhicule a pu bouger de place, et qu'ils n'ont pas forcément, ils peuvent pas mettre quelqu'un derrière chaque véhicule, et le principe c'est qu'ils puissent poser des micros, que ça puisse être efficace, voilà. Bon. Et donc ils disent, là, si on peut faire la perquisition, au moins on va voir tout de suite, on va tout de suite vérifier s'il y a matière. Du coup, il n'y a rien, on clôt le dossier enterré, on peut se concentrer sur les éléments qui restent. Légalisation de pratiques. En gros, c'est ça, c'est la loi du détournement de procédure. C'est ça, c'est la présentation de cette C'est la situation, en loi tout cas, du fait penser à détournement ça. de procédure. C'est dingue comme justification. C'est dingue comme. C'est un peu comme la loi sur la. Ça me fait penser à la loi sur la géolocalisation avec les balises qu'on posait sur les bagnoles. Bon, ils en ont toujours posé, les policiers, des balises sous les bagnoles. Sauf qu'avant, ils n'avaient pas le droit de l'écrire dans la procédure. On se débrouillait pour faire autre chose. Alors, ils font légaliser. Et effectivement, leur principe, c'était comme ça a toujours existé, on va le légaliser. Alors, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un argument. Mais là, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que quand ils ne sont pas capables de faire leur enquête correctement, au lieu de faire un détournement de procédure, on va faire une loi pour le détournement de procédure qui servira à agir quand même malgré l'absence d'éléments. S'ils n'ont pas d'éléments, ils n'ont pas d'éléments, quoi. Donc s'ils n'ont pas d'éléments prouvant que vous êtes un trafiquant de stupes, ils n'iront pas chez vous, tant pis. Et puis il leur en faut pas beaucoup quand même pour faire une perquisition. S'ils ont quelques écoutes, quelques filatures où ils sentent que vous êtes en contact avec des trafiquants de stupes, ils vont y arriver chez vous. Donc là, c'est vraiment des cas d'école dans lesquels on vous explique qu'il n'y a rien, il y a tellement rien qu'une enquête qui permet pourtant beaucoup de choses, hein. Même en enquête préliminaire, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. Et là, on vous dit, quand il n'y a rien de chez rien, on aura au moins la possibilité de faire quand même une perquisition. On le voit immédiatement, le risque que ça pose. C'est une évidence, du coup. Je sais pas, ça me paraît... Et du coup, l'argument d'autorité finale, si c'en est un, c'est de dire, ok, il y a 4300 perquisitions administratives, elles n'ont pas toutes porté leurs fruits. D'ailleurs, il n'y en a eu que 23 qui ont porté leurs fruits. En termes de terrorisme, parce qu'on portait leurs fruits sur d'autres dossiers, parce qu'on a fait d'autres fruits. Ça, voilà. Mais en matière de terrorisme, il y a eu 23 ouvertures d'enquête. Et ils disent, voilà, d'enquête judiciaire. S'il n'y avait pas eu le moyen de la perquisition administrative, on n'aurait pas pu ouvrir ces enquêtes, on n'aurait pas pu empêcher tel ou tel type d'attentat. Et notamment, celui qui revient régulièrement, c'est celui de Marseille qui était prévu contre un meeting politique pour la campagne présidentielle. Mais c'est minuscule, 23 ouvertures d'enquête sur 4 minutes. Et là, je vais encore me faire l'avocat du diable. Oui, mais c'est un seul, ça aurait pu être des dizaines de morts. Voilà, je veux Ouais, non, mais moi je veux bien, mais c'est pas ça. On perquisitionne toutes les baraques de France et on aura un risque zéro. Est-ce que la perquisition est réellement à l'origine de la découverte des éléments? Parce que si on a à la fois, je pense qu'on utilise quand même suffisamment les services de renseignement et pour arriver, même avant cette perquisition, avec un doute, avec des éléments, des informations qui permettent d'être... avant d'arriver jusque-là, d'avoir un certain nombre d'éléments, j'en sais rien. Et, en gros, c'est une sorte de principe de précaution qui prête. Oui, On n'a pas envie de prendre le temps de monter l'enquête, parce que si on prend le temps de monter l'enquête, on prend le risque que l'acte soit commis pendant ce laps de temps-là, et on préfère agir tout de suite et lever le doute. Et voilà. Avec derrière un risque aussi de retour de bâton aussi, c'est-à-dire d'engagement de procédure par des personnes qui se voient
enfin, avec qui se les- voient, avec qui qui se soient mis voient en cause alors mis qu'en en cause réalité, alors ils n'ont qu'ils n'ont rien rien fait. fait. C'est-à-dire que si on va défoncer toutes les portes de France, même si c'est administrativement admis, on aura aussi des recours des personnes qui ont subi ça. mais c'est même pas un l'idée recours, de c'est qu'à société mon avis, ça peut, démocratique, en fait. ça peut accélérer le passage à l'acte aussi. C'est pour ça que C'est un peu la le problème police de a l'horreur. peur quand ils trouvent des caches d'armes ou des choses comme ça, parce que un truc comme ce qui s'est passé à Villejuif, où ils découvrent un laboratoire d'explosifs, ça peut accélérer le passage à Oui. l'acte d'autres gens qui ont peur de Ce qui se s'est faire, passé en Espagne. interpeller. Oui, bah non, parce qu'en Si, Espagne. sa maison qui explose, du coup, ils ont été plus vite Oui, et c'est ils ont pas, été c'est pas faire. les enquêteurs qui vont. Non, c'est pas les qui vont enquêter enquêteurs. ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand c'est découvert, effectivement, aujourd'hui, on a tendance à aller plus vite, mais c'est pas pour autant qu'on va revoir. Bon, alors du coup, sur la partie dérive, il y a peut-être des choses à nous raconter sur les dérives que vous avez pu constater pendant l'état d'urgence, de mesures qui vont être transposées dans le texte, certes avec le JLD, etc., mais notamment sur les perquisitions administratives. Je sais pas, des cas de figure où il y avait vraiment un faisceau de présomption extrêmement faible, voire nul, et où vous avez eu à défendre des cas Des gens qui ont- contestés. Non, mais J'ai j'ai pas pas d'exemple. Moi, Nous, bah, j'ai enfin- pas j'ai jamais fait de perquisition administrative. J'en ai fait que des judiciaires, et déjà les judiciaires, Alors du coup, c'est ça, on parce ne que trouve pas toujours grand-chose. des choses que j'ai entendues, c'est que finalement, on en vient à, nous, en réaction, à défendre l'autorité judiciaire par rapport à la procédure administrative, c'est le sentiment de départ, mais c'est pas non plus la garantie absolue qu'il n'y ait pas de dérive de passer en judiciaire. De rester en judiciaire. Non, C'est ça- plus- C'est un peu plus de garantie C'est pas ça, c'est que ça naturel. garantit. Non, mais ça garantit. Enfin, on est fondé. Enfin, c'est C'est de la ça. théorie du droit pour le. Enfin, pardon, mais. C'est Non, c'est la politique criminelle, théorie du droit, état démocratique, on Droit respecte, constitutionnel. juge judiciaire, garant des libertés, hop, c'est lui qui fait. Enfin, c'est juste la Oui, il y a quand base. même beaucoup plus C'est la de base garanties, après. parce que vous risquez pas de vous retrouver sous bracelet électronique en matière judiciaire, ou même sous contrôle judiciaire, si vous n'êtes pas Si mis vous en êtes pas- examen. voilà, bien c'est sûr. ça. Donc c'est pas Vous rien. avez un Ça veut accès. déjà dire que vous remplissez des critères qui ont permis de vous mettre en examen et éventuellement de prononcer à votre rencontre une mesure de placement sous surveillance électronique ou un contrôle judiciaire. Donc c'est pas rien déjà comme garantie. Et Bien puis, sûr, ça c'est- aussi, ça non, peut mais ça- ça peut rendre. Je veux dire, c'est pas impossible qu'il y ait des dérives en l'état du droit, mais il n'empêche que c'est quand même pas rien. C'est pas juste un préfet qui va choisir que vous présentez un risque, Parce je que sais vous pas traînez quoi, extrêmement- habituellement avec des extrêmement gens. grave, peut-être alors qu'il potentiellement. n'y a pas d'éléments matériels contre vous, quoi. Et puis ici, on est sur une mise en examen, on est avec un avocat qui a accès au dossier, avec un rôle qui peut être actif ou en tout cas faire des demandes dans ce sens. Voilà, enfin, on tend plus vers l'égalité des armes, pas absolu, mais genre voilà, au moins un accès au dossier, au point de la défense effective. Alors qu'en réalité, si vous passez par la procédure administrative, concrètement, il n'y aura rien. Enfin, Il y a un manque de Et le risque, c'est connaissances. qu'il y a C'est- deux procédures pour faire la même chose et Oui. qu'ils iront toujours au plus simple. Et qu'il y a quand même. Pour pas on peut se s'embêter poser- à les mettre en examen se poser la quelqu'un, question de lui la offrir les compétence. droits de la défense, Non, machin. mais on Si peut- d'un c'est un- simple arrêté préfectoral, ils peuvent obtenir la même chose. C'est un peu terrible de dire ça, mais on peut aussi se poser la question de la compétence de l'autorité administrative pour agir dans ce type Pour venir de traiter dossier, les pour venir dossiers qui- traiter. Est-ce que le préfet réellement, il est en capacité d'agir en pratique? Est-ce qu'il a suffisamment C'est pas d'éléments rien, pour ça, pouvoir le ça, faire? ça, C'est pas forcément son rôle. Il a d'autres choses à faire. Mmh. Et du coup, pour tout ce qui est, si on se projette en disant, voilà, on supprime ce texte, est-ce que vous verriez des améliorations à apporter au système juridique actuel qui pourraient permettre d'être plus efficace en général et peut-être aussi du coup en particulier sur la lutte contre les actes terroristes? Est-ce qu'il y a d'autres dispositions dans d'autres lois, par exemple, précédentes, sur lesquelles il faudrait peut-être s'attarder et revenir, quitte à en être là sur le, sur les questionnements? Je ne sais pas.
Au niveau pénal, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'arsenal est quand même extrêmement développé. Vous savez que c'est pour la matière terroriste qu'il y a le plus de dérogations. Je veux dire, la garde à vue de 144 heures, elle n'est possible que en matière terroriste. Donc il y a déjà beaucoup de dérogations. Je ne vois pas ce qui pourrait être ajouté. Pour le reste, je ne sais pas si on est forcément compétent. Je pense que ce qu'il faut, c'est la question du renseignement. C'est tout. Et le renseignement, coopération, c'est entre les États, entre les Donc systèmes. déjà national, Oui, et là, après nationalement, mais européen, c'est international, international. mais avec des moyens pour le faire. Après, je sais pas des données chiffrées. Sur ce que ça coûte. Mais sur concrètement les vraies difficultés au niveau du développement, parce qu'en réalité, enfin, de toute façon, ce qu'a dit aussi Christine Lazare, de toute façon, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faudrait s'interroger plus sur comment on fait en termes d'enquête et quels sont les moyens de disposition pour faire des enquêtes qui auraient une efficacité. Donc, mais après, effectivement, au les niveau vieux avocats, pénal, ils ont l'air de vouloir le retour des enquêtes à la papa, en fait. Pour eux, c'est ça le problème d'efficacité en matière antiterroriste. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des valises Smith-Catcher pour capter des données. C'est pas ça une vraie enquête. Une vraie enquête, c'est l'enquête à la papa avec des indices, avec du renseignement humain, etc. Alors ça, vous voyez, c'est pas dans une loi qu'on va décréter ça. Enfin, si on peut, éventuellement, mais les nouvelles technologies nuisent aux enquêtes parfois. A priori, de ce que disent les services de renseignement en édition, c'est qu'il y a certes un volet de nouvelles technologies. Ils ont mis le paquet là-dessus au tout début, après les premiers attentats, début 2015, après l'attentat de Charlie, mais que là, ils ont refait un effort de renseignement humain de terrain. Alors après, on a du mal à avoir des éléments tangibles, mais a priori, c'est ce qu'ils disent. Après, il y a eu un des policiers de l'Alliance, de la DGSI, qui disait qu'il y avait le problème, c'était que maintenant, pour avoir des indices, souvent, il arrivait qu'ils les rémunèrent, les indices, et que pour ça, ils devaient remplir des formulaires, et que du coup, c'était censé être secret de faire remplir un formulaire à quelqu'un qui a récépissé, qui atteste qu'il a bien perçu l'argent, etc. Donc, voilà, moi ça ne me choquait pas. Ouais, ça, c'est de la tambouille interne qui n'intéresse pas forcément la loi. Mais au moins, ils disaient qu'ils en faisaient. C'est l'organisation des services. Et, oui, mais ça, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes sur les rémunérations des indices ou des trucs comme ça. Non, mais ça intéresse la loi. Oui, non, mais dans les lois anti-terroristes, ça n'intéresse pas forcément à ces problématiques si ciblées dans la pratique. Non, mais il le faut parce que c'est pour éviter les dérives. C'est comme pour les. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'infiltration dans les trafics de stupes? Parce que dans les années 80, on était incapable de savoir qui était un ripou et qui était un vrai agent infiltré, parce que tous les policiers qui se faisaient choper avec de la drogue disaient ah oui, mais moi j'étais dans une opération d'infiltration. Donc heureusement que ça a intéressé le législateur qui est venu faire la distinction entre les ripoux et les agents infiltrés en créant une procédure d'infiltration. Et c'est aussi pour ça que les indiques on s'y est de plus en plus intéressé, parce qu'il faut bien distinguer le policier qui a un contact avec des indices du policier qui a juste un contact avec des voyous, quoi. Donc vous pensez que la ligne à défendre, ce qu'il faut défendre, c'est que tout est à rejeter en bloc dans ce texte, et qu'en l'état du droit actuel, on est suffisamment armé pour répondre à tous les cas de figure auxquels on est confronté à l'heure actuelle. Bah ouais. Non, mais ce qui est terrible, c'est pas d'une grande subtilité pour dire qu'il faut tout jeter. Alors, pas complètement. Et puis surtout, on en parlait avant, c'est inacceptable pour vous, politiquement c'est inacceptable. C'est impossible. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a des pays dans lesquels on accepte qu'on ne peut pas à chaque attentat faire une nouvelle loi, etc. Je comprends pas pourquoi en France ce serait inacceptable de dire on arrête l'état d'urgence et puis
Oui, il y a un travail pédagogique du politique aussi, des Ah populations. non, à mon avis, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a pas rien à faire, je veux dire. Non, mais c'est inacceptable pour l'opinion publique de dire ça, on va oui, pas on les a remplacer bercés l'état aussi avec d'urgence ça. par Oui, mais à c'est inacceptable. force de dire c'est inacceptable pour le public et de ne rien proposer pour le dire, c'est-à-dire, c'est aussi une responsabilité du politique De se pointer et dire on de se va pointer. On va prendre, le projet, c'est rien. on va prendre une loi simplement parce qu'aujourd'hui, on vous a habitué depuis plusieurs années à être dans l'état d'urgence permanent. Et, non, mais dans l'état oui, mais sauf que là, c'est quand même institutionnalisé, entre guillemets. Et ben non, c'est pas forcément le meilleur moyen d'éviter l'attaque terroriste. Bon, Et sur les précédentes lois, le renseignement, même les deux qu'il y a eu en 2015 ou les deux de 2016 Pareil, j'ai repris toutes les notions, on avait pris des notions au niveau du GIA à chaque fois pour s'insurger contre, et toujours en disant la même chose, dangerosité ne peut pas être base de réflexion politique pour intervenir en matière pénale, en politique criminelle, et deux, mise à l'écart du juge au profit de l'autorité du juge judiciaire, au profit du juge administratif, avec cette difficulté de multiplication des notions imprécises, manquement au principe de l'égalité, manquement à l'interprétation stricte de la loi, enfin, qui sont les bases en fait, de la démocratie, donc au sens politique criminel, démocratique. Et c'est joué, voilà, c'est ça, il y en a une, on disait, c'était oui, effectivement, et ça a été repris aussi, non, c'est ce que disait le défenseur des droits, enfin, reprendre le jeu des terroristes, c'est dire que qu'ils ont gagné en multipliant autant de lois qui sont complètement à un caractère exceptionnel et qui rentrent dans le droit commun. Toutes les motions, les communiqués, parce qu'on a soit pris des motions, soit des communiqués au niveau du GIA de Paris, ont toujours été en opposition, ça a toujours été une demande, pas de réécriture, ça a toujours été un rejet en bloc de l'ensemble des projets. Parce que, effectivement, au niveau des valeurs, du raisonnement juridique, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et c'est en tout cas pas manifestement efficace non plus. Autre élément, peut-être que vous ne pourrez pas vous prononcer sur le sujet, mais c'est revenu à plusieurs fois dans les débats et nous dans les différentes auditions qu'on a faites, notamment avec les magistrats, de la notion de judiciarisation du renseignement. C'est-à-dire qu'on constate que, par exemple, le procureur de Paris, François Molins, a accès, parce qu'il a une habilitation secret défense, au dossier de renseignement, dossier intégral. Chose auquel n'a pas accès le JLD, par exemple, qui est prévu dans le texte, ou auquel n'a pas accès du tout, et ça vous savez depuis longtemps, le juge administratif, dans le cadre de ses contrôles, enfin a posteriori, que ce soit pour les assignations à résidence ou pour les perquisitions administratives, qui donnent lieu à des notes blanches. Lui, il a accès à ce qu'il y a derrière la note blanche. Est-ce que vous verriez ça d'un bon œil, vous, qu'il puisse y avoir des magistrats antiterroristes, plus de magistrats antiterroristes qui puissent avoir accès à l'intégralité du dossier et qu'ensuite ils puissent prendre en connaissance de cause des décisions dans un cadre judiciaire, mais ça pose de problèmes. Enfin, que les avances, hein, c'est qu'ils ne pourront pas le verser au dossier s'ils déclenchent une perquisition dans un cadre judiciaire. Sur la base de ces éléments-là, ils ne le verseront pas au dossier parce qu'ils ne veulent pas que la défense ait accès au dossier pour pas qu'ils puissent savoir qu'il y a un micro qui a été posé là, etc. Problème concret. Mais est-ce que vous verrez quand même d'un bon œil que les magistrats puissent avoir plus de visibilité sur ce qui se passe dans les politiques de renseignement? Il y a d'autres pays où il y a des juges du secret ou des tierces parties, des avocats qui sont un peu tierces, qui ont accès au dossier passé, qui ne le communiquent pas à la défense, mais qui viennent attester que ça a été fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Je suis en prospective. La validation d'une violation du principe contradictoire. Oui, c'est ça. Je sais pas, dans les dossiers terroristes, on est déjà persuadé qu'il y avait un dossier fantôme qui circulait entre le juge d'instruction et le procureur, auquel on n'avait jamais accès. Donc ça existe peut-être déjà. Sans doute. Après, on peut pas
pas avoir une opinion favorable dans la mesure où c'est quand même incroyable de se dire que le juge pourrait prendre des décisions sur le fondement de documents auxquels la défense n'aurait pas eu accès. Ça vous a plu, non, vraiment? Non, mais c'est... Je pensais que ce soit en train d'apprendre avec un peu. Ah, mais c'est non. Sinon, on n'est pas obligé d'avoir un avocat aussi. Non, mais c'est étonnant. Je pense pas qu'il y ait la moindre dérogation à ça, en fait, en droit pénal, quoi. On a toujours accès à tout. Et quand il y a un micro qui est placé quelque part, on y a accès. Mais c'est simplement qu'on y a accès à retardement. Quand le micro est enlevé, que tout a été retranscrit, c'est dans le dossier. Donc on a accès à tout. Dès lors qu'il y a une mise en examen. Oui, à partir du Ah, moment où on est quand rentré on est dans le dans dossier, on oui, est puis parti au au-delà dossier. du stade de l'enquête. Parce que Ouais, on là, on parle l'enquête, on n'avait pas encore des déjà pouvoirs. judiciarisé, donc On a accès. Non, justement, des dossiers qui ne seraient pas judiciarisés, pas encore judiciarisés. Quand le proc de Paris il a accès aux éléments de l'enquête, il y a des fois où il explique, il dit voilà, j'ai pas assez d'éléments là pour judiciariser, mais on a quand même un gros doute. C'est là où il prend son téléphone, il appelle le préfet de police en disant faites plutôt une perquisition administrative et si on trouve vraiment des éléments, je pourrais judiciariser. C'est dans ce qu'ils appellent les termes qui sont le plus souvent revenus. On a infrapénal, on a infrasoupçon aussi. Voilà, je suis sûr que ça allait vous faire plaisir. Pas innocent. Ouais. C'est la culpabilité. C'est le droit de l'intuition. Ouais. Donc, tiens, éventuellement, peut-être que. Du moins, c'est dans la logique du texte. C'est ça. C'est un peu dans la logique du texte, parce que c'est exactement ce qu'on explique. de pratique. C'est pas exactement dans la logique du texte, parce que disons qu'une fois que. Moi, de mon point de vue, si le magistrat a accès, alors qu'il n'y a pas accès à l'heure actuelle, moi je trouve ça très scandaleux de se prononcer uniquement sur des notes blanches où il croit sur parole l'administration, il croit sur parole les services de police, qui peuvent aussi se tromper, etc. Ce qu'ils font. Je préfère encore avoir un François Molins qui a accès au dossier et qui judiciarise parce qu'il sait que c'est judiciarisable et que c'est lui qui va prendre la décision, qu'on va arrêter le renseignement administratif. Mais par contre, effectivement. Ça aurait été quand c'est François Molins, mais vous n'avez pas tous les procureurs. Ok. Pardon. Non, mais. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, ça me paraît quand même. J'ai fini, c'est pas. Mais du coup, de se dire qu'il puisse avoir accès au dossier et que s'il se prononce, il ne prononcerait pas une mesure administrative, ce qu'il ne peut pas le faire. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il appelle le préfet et qu'il demande au préfet de prendre la mesure administrative que lui ne peut pas faire en espérant pouvoir judiciariser derrière. Bon. Est-ce que le problème du coup c'est le niveau de preuve? On se dit non, mais on a un niveau d'exigence beaucoup trop bas et s'il ne peut pas judiciariser, il ne peut pas judiciariser, point barre. Mais qu'une fois que c'est judiciarisé, on puisse utiliser les éléments de l'enquête administrative des écoutes dans la procédure judiciaire, justement, en contradictoire. Parce qu'une des problématiques qui est parfois soulevée, c'est ce qu'ils appellent la perte de preuve. C'est dans le cadre administratif, quand ils ont entendu quelque chose, c'est consigné dans le confidentiel de défense, etc. Mais ensuite, ils sont obligés d'ouvrir une enquête judiciaire et de réentendre la même chose, entre guillemets, dans le cadre de l'enquête judiciaire pour que ça puisse être versé au dossier. Sinon, ça dévoile les techniques de renseignement en amont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème à dévoiler le fait qu'il y ait eu un micro dans le cadre d'une enquête judiciaire, mais ils ont un problème à dévoiler le fait qu'il y ait eu un micro dans le cadre d'une enquête administrative. Et donc là, on prend juste pour être sûr d'avoir compris, on fait une régularisation de procédure en versant comme une société en formation avec les actes. On veut créer une société, à un moment donné, une fois qu'elle est créée, hop, vous reprenez les actes. De ce que me disent certains spécialistes, c'est que déjà à l'heure actuelle, en théorie, quand le magistrat, dans le cadre judiciaire, il autorise la pose d'un micro, dans beaucoup de cas, le micro est déjà posé, il y a en procédure administrative. Et du coup, il n'y a pas, en théorie, il devrait y avoir une équipe qui va retirer l'ancien micro et qui met un nouveau micro, mais en vrai, il le garde. C'est juste le même et on bascule dans l'autre procédure. Et la question, c'est si le magistrat a accès au dossier de renseignement dès le départ, ou sinon, ce serait d'avoir auprès de la justice des services de renseignement auprès du juge. Non, du juge judiciaire. Ouais, c'est qu'on ne peut pas cacher des choses à l'accusé, quoi. C'est ça. C'est impossible. Non, mais c'est ça le problème.
on peut être sûr que ça serait déclaré contraire au moins à la Convention européenne des droits de l'homme, parce que Molins, bon, c'est très bien, c'est l'accusation, c'est le procureur, mais le juge du fond, le juge d'instruction, pourquoi il aurait accès à ce dossier? Pour motiver quelque chose, pour motiver ses ordonnances. Et donc son argumentation, ce serait des trucs auxquels l'accusé n'a pas eu accès. C'est ça qui est étrange. C'est que son Et puis en plus, on argumentation... peut à peu près savoir comment il. Enfin, pardon, mais. Ou alors c'est quoi? C'est à peu près à chaque fois comment il conclut. Il n'a pas le droit d'en parler. En fait. Il a le droit de se laisser convaincre par ce qu'il y a dans le dossier administratif, mais il n'a même pas le droit d'en parler pour motiver. Ça c'est la situation actuelle. Ça, c'est la situation actuelle. Quand il a accès au dossier confidentiel de défense, il n'a pas le droit de l'utiliser pour le motiver, mais ça va, orienter le fait qu'il ouvre une enquête préliminaire qui va autoriser un tel truc. Ouais, donc c'est encore relégaliser une pratique qui est déjà. Qui existe déjà. Qui existe déjà. Donc c'est toujours. Enfin. C'est toujours en réflexion. Au moins, il ne peut pas directement faire référence à ces éléments. C'est quand même toujours mieux que de le laisser avoir accès à des trucs auxquels la défense n'aura pas accès. Et en plus, comme on saura officiellement qu'il y a accès, lui aura le droit de pointer. Non, de motiver en fonction de ce qui est dans le des armes, on parle du droit de la Mais du coup, défense, nous, on on parle de pourra l'utiliser. l'efficacité. Non, parce qu'on Ah n'aura non, pas accès. on n'aura pas accès. Oui, donc, Et en même dans temps, ce cas-là, ça on peut à nous peu poussera près à savoir- demander à avoir accès. Oui, mais Pas ce sera encore suffisant. plus de surpopulation, bien, pardon. Mais parce qu'en réalité, un magistrat qui a ces informations-là, on sait à peu près dans quel sens il va motiver ses décisions à chaque fois, comment il va les motiver, et sur le fait que lui-même ne prendra jamais le risque de rien du tout. Parce qu'en plus, il appuiera sur des éléments auxquels la défense n'aura pas accès. Et si à la fin la défense a accès à tout, mais que ça a pu le motiver au moment de l'enquête, À la fin, et que ça a pu le motiver au moment de l'enquête d'ordonner une perquisition, moi je suis quelque toujours chose. accès aux Oui, éléments c'est dès toujours l'enquête. le Hein, mais Oui, non, mais ça, mais non, mais là, c'est c'est autre chose, genre. Non, mais c'est vrai que. Mais là, c'est déjà le cas. Quand vous êtes mis en examen, c'est Mais justement- ce jour-là que vous avez accès à tout ce qui a été fait contre vous. Donc vous avez accès aux écoutes, vous avez accès aux perquisitions. Vous pouvez en contester la validité, mais ce sera toujours a posteriori. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui, situation actuelle où vous n'avez accès au dossier que le jour où vous êtes mis en examen. Et ce jour-là, vous avez le droit de contester la garde à vue que vous avez subie, la perquisition que vous avez subie, Chargement les d'actes. mois d'écoute téléphonique pendant lesquels vous étiez sur écoute, etc. Donc ça pourquoi pas, mais ça n'a pas l'air de les satisfaire cette solution, parce que ce qu'ils veulent, c'est que jamais on puisse qu'on puisse comprendre comment est menée une enquête administrative. Donc on tendra jamais vers ça, vers un accès au dossier. Je ne sais pas, parce que finalement, est-ce que ça les dérangerait tant que ça? Je veux dire, une écoute, on sait ce que c'est, des micros, on sait Bien ce sûr que que oui, c'est. ça les dérange pas Ça tant que ça, mais rajoute un risque Ouais, non. de faire péter une procédure sur des aspects procéduraux. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bah, c'est si, que- parce que les enquêtes, elles se font aussi selon des conditions, et donc on pourra aussi contester ces points-là. Après, la réalité, c'est que non, on n'aura jamais accès, enfin je ne pense pas que ce soit aujourd'hui réalisable, parce que de Non, toutes là, les dans façons, le cadre du texte, même- oubliez non, mais dans dans la vie courante, tout ça, parce que déjà antérieurement, même pas dans le principe, en droit commun, on voudrait intervenir plus en amont, et on n'arrive même pas à avoir accès. Donc sur un domaine aussi spécifique que ça, avec une infraction aussi spécifique, on aurait, ce sera un peu plus efficace. Après oui, effectivement, ce serait toujours un mieux d'avoir à un moment donné avec ces choses-là pour pouvoir en critiquer l'ensemble. Enfin, Dans l'absolu, plus on a accès à l'information, plus on peut travailler, plus on peut défendre. Et puis, donc, nous, on est plutôt dans une situation où on est pour obtenir le plus de choses possible. Après, faire, ça serait. Après, la situation actuelle fait qu'on n'applique pas la Convention européenne des droits de l'homme pour l'état d'urgence. Et justement, est-ce que le fait qu'on va sortir de l'état d'urgence, donc la Convention européenne des droits de l'homme, normalement, on est censé la réappliquer, est-ce que justement, vous, dans votre pratique, vous ne trouvez pas que dans ces procédures administratives, vous n'allez pas avoir accès au droit au procès équitable, l'égalité des armes? Parce que du coup, pour vous, ce n'est pas un nouvel argument pour faire tomber des procédures qui potentiellement pourraient être mises en œuvre grâce à cette loi?
Alors, Je sais pas, moi du j'ai coup, une je sais vision pas si très. la Cour européenne s'est déjà prononcée pour des Ouais. équivalents de. Moi, Des équivalents, non, actuellement. Non, le Dans truc c'est d'autres que pays. la Cour européenne, après, enfin, pour le coup, je travaillais sur les mesures de prévention. Mhm. Voilà. J'ai fait à l'approche européenne des mesures de prévention. Approche européenne des mesures de prévention, c'était à côté des peines, à côté des mesures de sûreté, les nouvelles mesures qui étaient mises en place, crime organisé, terrorisme, délinquance sexuelle. Ces trois domaines. Et en fait, la Cour européenne avait toujours une vision très large, elle tendait de plus en plus à accepter ces mesures-là. D'accord. Et donc, on n'avait pas de. Enfin, c'était en 2008, hein, et ça posait pas forcément de difficultés à la Cour européenne, ni par rapport au procès équitable, ni par rapport à la défense sensu, égalité des armes. Et à chaque fois, on considérait que les circonstances exceptionnelles permettaient et suffisaient un peu plus. Donc, sans être dans un état d'urgence ou quoi que ce soit. Mais, donc, je suis même pas certaine aujourd'hui. Enfin, voilà. D'accord. Non, mais pour nous aussi, c'est un argument de dire ça aussi. Que si Bah non, mais c'est après, théoriquement, je pense que, effectivement, sur le texte même de la Convention, effectivement, oui, mais sur une application concrète. Et après, tu as raison, je ne suis pas certaine que la Cour européenne ne voit pas cette procédure administrative. On y est avec l'Italie, parce qu'il y a toutes les procédures administratives. Ouais, la loi mafia. Mais c'est hyper. Enfin, C'est très particulier. c'est hyper particulier. Et l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme est plutôt souple. Elle le valide. Du fait de ce caractère obligatoire, mais qui est beaucoup plus circonscrit. La loi anti-mafia est beaucoup plus circonscrite que nous, ce qu'on essaie de mettre en œuvre avec cette notion de terrorisme non définie. Nous, c'est-à-dire qu'on accepte, on met en cause des personnes qui habituellement vont traîner avec des gens potentiellement peut-être dangereux. Donc, ça commence à être beaucoup. C'est vrai. Ils disent qu'il y a 18 000 personnes dans la FSPR, le fichier qui signale tous ces gens Qui sont potentiellement. Attends, on va content sur le nombre de fois où j'ai tapé terrorisme. Bien, je sais pas si vous avez des choses à ajouter, porter à notre connaissance. Enfin, moi, non. Non. Merci. Bah, Merci à vous.